هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Bonjour. Information urgente oblige. Bien un live à midi 30, 13h20, qui dépend de la région où vous vous trouvez. Eh bien, l'information urgente est le limogeage du général Abdelkader Haddad, le plus grand criminel dans l'histoire de l'humanité. Le général Abdelkader Haddad dit Nasr al-Jinn, l'homme qui tuait chaque jour pas moins d'une dizaine jusqu'à une quinzaine, si ce n'est pas plus, de personnes innocentes, ligotées, jetées par terre dans la caserne du CPMI, le Centre principal militaire d'investigation de Ben Aknoun. Et ce Nasr al-Jinn se shootait au barbiturique et d'une balle achevait des hommes qui n'avaient absolument rien fait. Ces hommes ont été arrêtés par des services de sécurité. C'était dans les années 90. Il les soupçonnait d'avoir appartenu au groupe islamique armé, le JIA, ou à des groupes terroristes. Une fois interrogés, torturés, ils ont tout essayé, mais finalement, ils se rendent compte que ce sont de pauvres innocents. Alors, pour ne pas les relâcher et qu'ils n'aillent pas raconter ce qu'ils ont enduré comme supplice, on appelle Nasr al-Jinn et sa compagnie a tiré une balle dans la tête de ce pauvre innocent. Ils étaient des dizaines, des centaines même. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les disparus. Ces disparus, ce sont des gens qui ont été arrêtés, que ce soit chez eux, que ce soit dans la rue, à leur sortie de travail, sont arrêtés, emmenés dans le centre principal militaire d'investigation à Ben Aknoun, torturés, interrogés pendant des jours et des jours. Lui, il n'y a absolument rien, alors on les achète d'une balle. Parmi les tueurs, il y avait Nasr al-Jinn. Ce Nasr al-Jinn qui avait déserté, et voilà, quand il était colonel, il avait déserté pour aller s'installer en Espagne, où il a acheté des biens avec l'argent gagné en liquidant des Algériens innocents, parce que pour chaque tête tuée, Nasr al-Jinn percevait 15 millions de centimes. C'était dans les années 80. Ça valait, c'était de l'argent. Et ceux qu'il exécutait dans la rue, ou devant leur domicile, pour cela, il percevait 25 millions de centimes par tête. Celui qui établissait les listes et qui supervisait le groupe, c'est le criminel en chef, Abdelkader Ouarabia, dit général Hassan, qui était là, qui aujourd'hui est appelé à remplacer Nasr al-Jinn. Voilà, un criminel remplace un criminel. Plutôt, un chef criminel remplace un criminel qui était son subordonné. Pourquoi? Parce que c'est un régime de criminels. Celui qui désigne, c'est un criminel lui-même. Chengueriha est un criminel. Il a été dénoncé par un officier subalterne, un sous-lieutenant, qui n'était pas contre lui, mais qui était avec lui et qui était sous les ordres de Chengueriha. Et lorsque les temps ont changé, ce bonhomme donc s'est fait écrire un livre intitulé La Sale Guerre. Eh bien, il a cité, il a témoigné contre Chengueriha quand il était colonel et qui tuait les gens. Lui, il raconte une scène à laquelle il avait assisté puisqu'il participait
dans cette descente qu'ils avaient faite à Daria contre un citoyen. Et donc, il a vu Chengueliha tuer d'une balle dans la tête un pauvre citoyen, chef de famille, sorti lui demander pourquoi vient-on perquisitionner chez lui et mettre tout dessus-dessous sa maison. Il a eu comme réponse une balle dans la tête et c'était Chengueliha, l'auteur. C'est Chengueliha qui avait tiré cette balle. Donc, ce Chengueliha est aujourd'hui ministre délégué à la Défense, il est chef d'état-major, il est le patron suprême de l'armée, et tout passe par lui, et c'est lui donc qui désigne les chefs à la tête du service secret. Donc, il a ramené d'abord à la tête de la sécurité extérieure un Jabbar qui était déjà pensionnaire de la prison de Blida, hein, où il a été condamné à 8 ans de prison. Pourquoi? Pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. C'est quoi l'enrichissement illicite du général Jabbar? C'était le proxénétisme, c'est un proxénète. Il a pris la moitié d'un hôtel à un citoyen pour en faire un bourgson où des filles de joie qui y travaillaient lui donnaient un fort pourcentage sur leurs activités. Vers la tête de la sécurité extérieure. Et à la tête de la sécurité intérieure, il a ramené, c'était à peine une année, un peu plus d'une année, Nasser al-Jinn, celui à qui Tebboune, hein, le pauvre bougre de Tebboune, qui lui disait prépare-toi, c'est Nasser, prépare-toi, c'est pour lui confier la sécurité intérieure. Et voilà, il l'a confié à un criminel. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce limogeage? Le limogeage est simple, c'est clair. Nasser al-Jinn a été limogé parce que c'est lui qui est à l'origine de l'enlèvement, pas l'arrestation, l'enlèvement de Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger au mois de novembre 2024. Maintenant, pour libérer Boualem Sansal, il y a un hic. Ce hic n'est pas diplomatique. Ce hic est criminel. Si Boualem Sansal quitte la prison, s'il sort, il va dénoncer les conditions dans lesquelles il a été enlevé, séquestré, torturé, auditionné et incarcéré. Et ça sera le grand scandale. Hier, il devait passer Boualem Sansal devant le tribunal, la cour d'appel. Ils ont reporté l'audience. Parce que des sources indiquent que les autorités algériennes pensent à libérer Boualem Sansal pour faire un geste en direction de la France. Parce que la France a fermé toutes les portes. Là, ils ont cherché à comprendre, ils ont eu sur la tête. Et la France, pour une fois, a su comment frapper un voyou. On le frappe sur la tête, il s'écrase. C'est comme ça. La France a été longtemps complice. Et notamment M. Macron. Il a été même ami avec le grand voyou Tebboune. Maintenant, la France a compris qu'on ne compose pas avec des voyous. Un État respectable ne doit pas composer avec des voyous. Un État respectable, avec les voyous, il n'y a qu'une seule méthode, un seul langage. Il faut cogner, cogner et cogner. Et chaque fois qu'ils cherchent à comprendre, paf, et pend sur le bec. C'est comme ça. Maintenant qu'ils sont à plein ventre, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, pour raison humanitaire, ils vont libérer Boualem Sansal. Mais le problème, c'est que si on le libère, il va parler. Et maintenant, on va le libérer et il peut parler parce qu'on va coffrer celui qui est à l'origine du mal. Celui qui est à l'origine de cette affaire. Je crois qu'ils assument tous la responsabilité. Mais comme ils sont lâches, ils essaient toujours d'essuyer le couteau dans une seule personne.
Et cette seule personne, c'est le maillon faible, c'est le criminel Nasser al-Jin. Donc, on le limoge. Bon, limoge, c'est pas un problème après un an un an après sa nomination à la tête de la DGSI. L'instabilité, c'est devenu le propre du régime des voyous algériens. Hein, cette voyoucratie vit d'instabilité. Ça fait partie de son oxygène, l'instabilité. Seuls doivent rester stables Chenguereha et Tebboune. Les deux piliers, c'est tout. Et le Tebboune, il restera stable pour que Chenguereha puisse se maintenir et utiliser Tebboune comme un instrument pour l'application de sa politique. Une politique qui a pour finalité son maintien à la tête de l'État, parce que Chenguereha sait très bien qu'il est honni, je mets tous les militaires. Chenguereha sait très bien qu'il a beaucoup de casseroles dans le réseau de trafic de drogue de l'Escobar du Sahara qui est au Maroc. Un procès qui nous a révélé que 200 000 tonnes de hashish ont été exportées du Maroc vers l'Algérie. C'était le réseau qui était rattaché à l'Escobar du Sahara. Et on n'a pas arrêté un seul membre du réseau algérien. Le réseau algérien exportait ce hashish vers la France, l'Italie, la Libye, la Tunisie, plus la consommation locale algérienne. Comment se fait-il qu'aucun membre n'a été arrêté? Comment se fait-il que l'enquête sur l'Escobar du Sahara se bloque une fois arrivé à la frontière algérienne? On ne sait plus ce qui se passait derrière cette frontière algéro-marocaine. Eh bien, parce que il y avait un homme qui veillait sur le réseau, c'était Chenguereha. Et c'est pour cette raison que ce Chenguereha, une fois arrivé au pouvoir, il a verrouillé toute relation et tout contact avec le Maroc. Pourquoi? Au cas où, et ce cas où est arrivé, le réseau de Hassan, de l'Escobar du Sahara est tombé au Maroc. Alors, pour qu'il ne tombe pas en Algérie, on a pris les devants et on a coupé tout contact avec le Maroc. Comme ça, il ne pourra pas y avoir de coopération sécuritaire pour poursuivre l'enquête en Algérie, ni de coopération judiciaire pour poursuivre l'enquête judiciaire en Algérie. Donc, on coupe, il n'y a plus de relation et c'est terminé. Et c'est comme ça que ce Chenguereha, il va se maintenir. Maintenant, ce Chenguereha, comme on dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent, ne peut pas trouver quelqu'un pour remplacer ces criminels, par exemple, Nasser al-Jin, que par un criminel, qui est le général Hassan. Le général Hassan, c'est lui qui établissait les listes des personnes à exécuter chez eux. C'est-à-dire que le soir, dès la tombée de la nuit, les membres de l'escadron de la mort, c'est comme ça qu'on l'appelait, et qui étaient sous les ordres du général Hassan, sortaient, allaient dans les quartiers populaires, frappaient aux portes de familles paisibles, et le premier qui sort reçoit une bataille. Pourquoi? Parce qu'il est supposé être un terroriste ou parent d'un terroriste. Et comme ça, les terroristes, ils pourront plus rentrer chez eux de peur d'être abattus une fois qu'ils sont chez eux. C'est comme ça que des centaines d'innocents sont morts. Le général Hassan était à l'époque commandant. Eh bien, ce bonhomme, qui était chauffeur, il a été recruté comme chauffeur, il était sous-officier. Ce général Hassan, c'était lui aussi qui répartissait
la quote-part de chaque officier de la brigade de la mort, l'escadron de la mort, et Nasr al-Jinn avait toujours la part royale. Quelle part? La part des personnes à tuer d'une balle dans la tête, qui sont à l'intérieur de la caserne. C'est des personnes qui ont été arrêtées, soit chez eux, soit dans la rue, soit à la sortie du travail, sur de simples soupçons. On les emmène au centre principal d'investigation militaire, au centre principal d'investigation militaire. Et une fois qu'on les a torturés, qu'on les a bien travaillés, hein, de manière très forte, on n'obtient rien. Finalement, on découvre que ces gens n'avaient commis aucun fait répréhensible. Alors, que faut-il faire avec eux? Eh bien, il faudrait les liquider. Et oui, une balle dans la tête, comme ça, quand ils sortiront, ils ne pourront jamais sortir pour raconter ce qu'ils ont enduré comme sévices. C'est comme ça qu'a fonctionné l'Algérie des années rouges, des années sanglantes, la décennie rouge. Et les criminels de cette décennie rouge sont aujourd'hui aux commandes du pays et de ses services de sécurité. Alors, renvoyer Nasr al-Jinn, le limoger et l'envoyer pour un séjour à la prison militaire de Blida, ça va permettre aux autorités algériennes de faire face aux dénonciations de Boualem Sansal une fois libéré. Quand ça va dire, oui, on a su tout ça, on a pris les devants, et on l'a limogé, et il est en prison. C'est ce qu'ils doivent faire aussi avec le général Boubou, le fils à papa, fils à maman, général Moussavi Rojdi Fethi alias Sada. Et on va parler de ce petit apprenti criminel juste après le jingle.